Et donc nous sommes de retour en direct pour cette vraiment dernière ligne droite. À l'écoute donc de l'émission Split Screen sur Radio 666 après ce débat houleux, oui on peut dire débat houleux entre Chloé. Ça fait du bien aussi. Non mais c'est bien, non mais c'est passionné. Ce cinéma c'est aussi de la passion et là c'était un débat chacun notre passionné. avis. Voilà. Oui, non mais c'est des avis tranchés. Puis on va pas changer d'avis en plus alors. Ah non là ça va, toute proportion gardée, ça reste quand même calme. J'ai connu plus violent oui, autour de sorties à chaud. Quand même. Ils se sont pas acheté leur cahier à la figure. On va pas s'insulter quand même. Ils se sont pas acheté leur cahier à la figure. Il n'y a pas eu de crachat, il n'y a eu rien. Non, c'était bien. C'était. Non, même cherche. Oui, cherche. Ouais. Ça c'est Chloé. Non, j'avoue, Malik, c'était fait exprès. Oui, ça c'est la provocation. Mais c'est bien. Provoque gratuite. Voilà. D'autant plus que j'ai pas aimé son dernier film, Malik. Bon, quand même. Voilà. Il est 22h02, on avait dit que de toute façon cette année on s'y tiendrait, puis les amants du Texas, je pense que ça risque peut-être d'avoir besoin de durer, surtout avec ce qu'elle a dit, parce que je suis pas d'accord avec ça. Mais non, mais moi j'ai rien à dire sur ce film-là, donc je te laisserai la parole si il n'y a pas de souci. Bon, allez, on en parlera peut-être dans 2 semaines, puisque là par contre il est plus à l'affiche déjà actuellement. Ah, les amants, si, les amants du Texas jusqu'au 8 octobre. Oui, bon, on en parlera. Il est pas repris au café. Il est pas repris. Bon, de toute façon. Mais moi, en tout cas, juste pour le conseiller ou pas. Alors, est-ce qu'on le conseille ou pas déjà? Oui. Peut-être donner l'information. Et puis on en parlera. Après, voilà, c'est pas du film d'action. Hein. Non, parce que c'est trompeur, parce que il parle du nouveau Bonnie and Clyde. Or, on n'est pas du tout là-dedans. Ah oui. Ouais, voilà. Non, c'est très. Le Bonnie and Clyde est très vite effacé. C'est 5 premières minutes, hein. Puis après c'est. Et tac. Et c'est vrai que justement, j'allais rebondir encore et la presse là-dessus, mais effectivement, voilà, c'est que on dit que c'est un Bonnie and Clyde, mais pas vraiment en fait. C'est vraiment une histoire d'amour pur. C'est au fait, il faut s'en tenir à la bande-annonce. Hein. C'est avec vraiment des anti-héros, quoi. Enfin. C'est vraiment le climat de la bande-annonce. Donc c'est un premier film a priori et c'est avec Ronnie. C'est un premier film. David Lowe. Je sais pas. Non, il a fait d'autres films lui. Écoute, moi je vois dans sa filmo que c'est son premier film. Il a été scénariste. D'accord, peut-être pour ça alors. Non, même pas, non, parce que il a fait d'autres choses avant. Hein. Ah bon, alors ça doit être des cours sûrement, mais. D'accord, il a fait. Faudrait que je retrouve. On redonnera quelques précisions. Ouais. Et c'est avec Rooney Mara et Casey Affleck et Ben Foster. Ouais. On va terminer l'émission en douceur puisque c'est des 5 petites minutes qui sont consacrées un petit peu à ce fil rouge musical qui nous a accompagnés, donc en l'occurrence The Grandmaster. Et donc, Jackie, est-ce que tu vas aussi être aussi passionné? Oui, être aussi passionné. Non, c'était simplement le choix s'était porté, comme je l'avais dit en début d'émission, sur le fait que Grandmaster est sorti en DVD, que je l'avais loupé à ma grande honte en salle et que j'ai regardé sur mon petit écran. Et c'est vrai que c'est un film qui a une grande ampleur et qui là où effectivement la dimension musicale a aussi sa place. Donc c'était aussi pour rappeler au-delà de cet exemple-là que la place de la musique est d'autant plus importante lorsque les cinéastes laissent place justement j'évoquais des grands formalistes comme De Palma ou Wong Kar-wai, donc en l'occurrence le réalisateur de Grandmaster, mais ça vaut aussi pour Terrence Malick. Terrence Malick, il a comme De Palma d'ailleurs, et Kubrick aussi quelque part. Hein. Ils ont un amour de la musique aussi fort que pour le cinéma. De Palma est un passionné d'opéra par exemple, et le fait d'utiliser notamment au-delà de l'aspect technique le split screen, le découpage d'images pour redynamiser l'action, etc. Il a souvent utilisé donc le ralenti de Palma, et lui il a toujours dit je l'utilise de façon très opératique dans le sens musical, c'est-à-dire pour magnifier une séance, pour la sortir de ce contexte, pour comme la sortir hors du temps et permettre à et c'est là justement où la dimension musicale prend le relais pour apporter la dimension émotionnelle au film qui convient, quoi. Donc il y a beaucoup de cinéastes qui on parle de quoi, de supplétif, non? C'est quoi c'est un élément additionnel pour, en fait, c'est même pas forcément très, en fait, c'est pour apporter en fait l'émotion qu'il n'y a pas. Voilà, qu'il n'y a pas forcément au niveau de l'image, mais ça découpe la force dramatique de la séquence. Il y a beaucoup Malick, lui, il a même avoué, je crois, il me semble que c'est sur La Ligne Rouge qu'il a même travaillé le montage
Il a réétudié le montage en fonction de la musique. Donc il y a vraiment, d'ailleurs dans Tree of Life, on peut concevoir son approche comme une symphonie visuelle, quoi. Donc il y a tout un travail d'autant plus musical au niveau de l'image, en plus de la dimension de la musique. Donc voilà, Shigeru Mabayashi, c'est un compositeur que j'aime bien, et il y a toujours un côté très apaisé dans ses musiques. Il laisse beaucoup de priorité à des solos de violoncelle, d'alto, les cordes surtout. C'est très typique de la musique asiatique. Il y a de grands solistes d'ailleurs, Yo-Yo Ma notamment, qui compose beaucoup pour l'image. Et il y a une approche toujours très feutrée, très zen. Alors, est-ce que c'est propre à la culture asiatique? Je ne sais pas. Parce qu'il y a toujours un rapport entre l'approche musicale et la culture d'un pays. Et en l'occurrence, quand on prend sa filmo à ce compositeur-là, je sais pas si c'est lui qu'on vient chercher ou c'est lui qui se propose, parce que c'est pas un compositeur de musique de film à part entière, il est musicien à la base. Mais c'est comme Philip Glass qui des fois va vers les projets comme ça, mis en image pour proposer leur service. Et il y a une cohérence, je trouve, c'est que tous les films pour lesquels il a participé, Shigeru, c'est des films très à l'esthétique très prononcée. Il a notamment collaboré pour le film de Tom Ford, le Single Man. Ouais. Et là, pareil, sa musique, elle est en total, elle apporte vraiment, c'est un apport fondamental dans la façon de traiter le temps du film, le temps suspendu à un moment, et très renforcé justement par l'approche musicale de ce musicien-là. Donc voilà, il y a tout. On revient vers une génération de compositeurs qui sort par l'artillerie lourde, qui revient dans des compositions plus en retenue. Je pense aussi à un Polonais qui s'appelle Abel Korzeniowski, qui fait beaucoup de musique de film indépendant. Bon là, il sera un tout petit peu plus au devant de la scène parce qu'il a remplacé, je sais plus quel compositeur sur la nouvelle adaptation de Roméo et Juliette. Mais on a une écriture vraiment au millimètre qui a une charge émotionnelle, qui apporte une charge émotionnelle au film vraiment très forte, et qu'on avait perdu justement beaucoup par rapport à une génération de compositeurs qui font de la composition beaucoup plus synthétique. Il y a toute cette génération Badelt, les Curie Zimmer qui font de la musique avec beaucoup plus d'assistance électronique, donc ce qui fait qu'il y a il se dégage moins de chaleur au niveau de l'interprétation, etc. Et ça apporte inévitablement au support filmique que la musique accompagne, ça apporte moins de. Donc voilà. D'accord. Bon bah écoute, c'est parfait. Mais le film, faut le voir, c'est vrai que. Ah, The Grand Master. Mais il faut que je le revoie parce que j'ai cru entendre le thème de Déborah est une fois en Amérique dans le film. Oh, il est utilisé, je crois. Ah bah écoute, ou j'ai rêvé, ou je peux pas ça dire me dit moi quelque ça. chose. Parce que il me semble, il y a le thème de Morricone qui est réutilisé pour un film d'années 60, une comédie. Mais il me semble que le thème de Déborah est réutilisé, donc c'est toujours intéressant de se pencher. Pourquoi on réutilise une musique dans un film Je me demande si on n'a pas déjà eu cette conversation. C'est pour ça en fait je tilte là tout d'un coup sur le fait de la sur le film La Grand Master. Non, mais la réutilisation de la musique de Déborah de Était une fois en Amérique. Donc à voir. Mais t'as peut-être raison. J'ai l'impression que à l'origine le thème de Déborah pour Une fois en Amérique avait été écrit pour un film de Zeffirelli à la fin des années 60, mais qui n'avait pas été retenu. Il l'avait réutilisé en fait pour le film de Léon. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que ça fait en fait quand on écoute l'album en continu, ça fait pas un décalage, parce que le thème de Déborah est aussi sur un registre qui est basé sur ce qu'il appelait le silence épisodique. En fait, l'écriture Morricone repose beaucoup sur des strates de phrases musicales comme ça qui apparaissent, les cordes suspendues en suspension comme ça, qui s'effacent et qui reviennent comme ça. Donc ça s'ancre bien dans le flow de l'album, qui est vraiment très. Même les thèmes, je dirais un peu plus d'action, sont très posés. C'est donc voilà. Et ça a été co-signé avec Nathaniel Mekali, qui l'on doit la super partition de Tekken, voilà. Voilà, c'était la conclusion. Voilà, c'était la